Je suis né en Roumanie, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 9 ans en Roumanie sous le régime Ceausescu. Ah, waouh. D'ailleurs, je démissionne et puis je me retrouve en bas de l'immeuble avec des collègues et puis on dit on fait quoi ? Bah, on va monter notre boîte. Hein. Ah, génial. J'adore l'histoire. Et c'est comme ça qu'est né Wikitry. Je rêvais d'être astrophysicien. Enfin, ça, c'était vraiment ma grande passion. Okay. Les étoiles. J'étais dans le club d'astronomie, dans le club de création de fusées également. Un courtier qui me disait, écoute, je suis complètement sinistré, j'ai plus de bureau. Lui-même sinistré, ouais. Ok. Donc plus de bureau, plus rien. Comment on fait ? J'ai dit, on organise tout. On est passé pour certaines compagnies, 20 personnes travaillant pendant au moins 20 jours, à un clic qui prenait 30 secondes. Incroyable. Et donc j'ai le plaisir ici de discuter avec Philippe. Je vais pas vous dire exactement de quoi tout de suite parce que on vient d'avoir l'un ou l'autre fou rire bien sympathique. Mais ensemble on va surtout parler assurance, on va parler InsurTech. C'est avec Philippe Affendoulis que je suis aujourd'hui. On dit Affendoulis ou Affendoulis? L'origine c'est Affendoulis, mais à la française, on va dire, c'est Affendoulis. Bon, je me corrige parce que jusque-là, je disais Affendoulis. Philippe Affendoulis, qui est quand même un acteur de premier plan dans le monde, en tout cas des InsurTech, mais aussi de l'assurance. Je dois bien reconnaître que je ne connaissais pas Philippe. Quand j'ai commencé ce projet de podcast, j'avais coché toute une série de noms de personnes que j'avais identifiées, mais très rapidement, quand j'ai commencé les discussions avec des acteurs, d'autres personnes impliquées dans le monde de l'assurance, son nom est revenu presque dans la bouche de chacun comme étant la personne à recevoir pour discuter d'assurance, pour discuter de transformation digitale, de ce monde de l'assurance. Philippe Affendoulis, on va en parler, c'est Wikitry, plus récemment c'est iBroker. C'est beaucoup d'initiatives dans le monde de l'assurance et depuis longtemps. Donc on va parler de tout ça. On va aussi parler un peu de lui-même. Hein. L'idée de ce podcast, c'est aussi de découvrir les personnes derrière les projets. Et donc, un peu dans cette optique-là, je vais commencer par là. Je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Philippe Affendoulis? Bonjour Jean. En tout cas, c'est beaucoup d'honneur. Merci. Et donc, moi, je suis fondateur de Wikitry. J'ai 43 ans. Je suis installé en Belgique depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Donc, je crois que ça s'entend là. À l'accent, je suis français. Encore un peu. Voilà, enfin, de nationalité française. Okay. Parce que j'ai vécu ma jeunesse, on va dire, en France, mais d'origine de Roumanie. Donc, je suis né en Roumanie. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 9 ans en Roumanie sous le régime Ceausescu. Ah, waouh. D'ailleurs. Et donc voilà, enfin en plus dans une communauté germanophone de Roumanie, parce que la Roumanie c'est comme la Belgique, il y a 3 communautés, donc germanophone, hongroise et roumaine. Ok, est-ce que tu parles du coup toutes les langues? Je parle pas hongrois. Je parle roumain et allemand. Roumain, allemand, waouh, oui. Magnifique. Personnage bien cosmopolite. Voilà, on s'est un petit peu éloigné du sujet. Non, mais c'est bien, ça m'intéresse. Voilà, on va vraiment dans la direction dont je parlais. Hein. On va découvrir l'homme derrière les projets. Ouais, donc voilà, un vrai Européen, on va dire, parce qu'avec un nom grec, dans comment dire, de germanophone à la base, le roumain que j'ai appris dans la rue avec les copains, arrivé en France à l'âge de 9 ans, j'ai fait un bac. En France où? En région parisienne. Ok. En région, c'était pas très original, mais donc non, région parisienne dans les Yvelines, ça a été une très très belle période où j'ai dû apprendre déjà le français quand je suis arrivé, donc m'intégrer, la culture, surtout ne plus être ébloui par toute la richesse que j'ai découvert en France, surtout à Paris, les magasins pleins quoi. Enfin ça venant de Roumanie ou surtout à une époque où c'est ça. Parler. On se levait à 5h du matin pour accompagner mon père pour obtenir un litre de lait parce qu'il y avait les tickets de rationnement. T'as des souvenirs de cette époque parce que oui, j'ai vraiment un très très bon souvenir. C'est pas comme si j'y étais
hier, mais oui, hein, effectivement, je me parce souviens que moi, très bien. je me rends compte, c'est peut-être fort personnel, mais j'ai peu de souvenirs avant l'âge de 12-13 ans. Maintenant, avec un contraste pareil, d'avoir vécu ces 9 premières années dans un autre pays avec une autre langue, un autre contexte social, j'ai même envie de dire, ou économique, socio-économique, on va résumer les deux. Et en arrivant à Paris, fatalement, ça crée, j'imagine, dans la mémoire deux périodes très très contrastées qui aident à s'en souvenir. Ouais. Waouh. Non, j'ai des bons souvenirs des deux côtés en fait. Hein, quand je suis arrivé, le contraste, la transition, l'apprentissage, l'intégration qui a duré 1 à 2 ans quand même. Et puis voilà. Enfin. Ouais, parce que 9 ans, l'air de rien pour une langue, c'est tôt et tard à la fois. Je veux dire, pour un changement culturel de langue, etc. Autant, j'imagine que jusqu'à 3, 4, 5 ans, on s'en souvient presque pas. Mais 9 ans, on a déjà acquis toute une langue maternelle et donc il faut vraiment switcher. Le fait peut-être de parler déjà 2 langues quand j'étais petit, une troisième, bon, enfin c'est. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Le français et le roumain sont pas très éloignés. C'est une langue latine, donc. C'est vrai. Oui, c'est une langue latine, c'est vrai. Donc non, j'ai eu des facilités à ce moment-là. On va dire des facilités, et puis j'ai bien été accompagné aussi bien par les écoles que par mes parents, j'étais dans un cadre quand même assez privilégié, hein, donc. Voilà. Génial. Bon, bah, déjà beaucoup de richesse dans le parcours, si je puis dire. On va un tout petit peu fast forward. Oui. Est-ce que tu commences ta carrière professionnelle? Enfin, avant ça, tu fais, j'imagine, des études. Oui, j'ai fait tout ça en France. Tu restes. Oui, en France. En France. J'ai fait des études littéraires. D'accord. Donc un baccalauréat littéraire, et ensuite je me suis dit la passion c'est bien, mais ça paye pas. On va dire. Et j'avais une autre passion, mais qui était déjà trop tard, parce qu'il aurait fallu que je m'oriente directement vers des études scientifiques, parce que je rêvais d'être astrophysicien. Enfin, ça c'était vraiment ma grande passion. Les étoiles, le cosmos, enfin. Bon. Et au point d'en avoir fait quelque chose, enfin, je veux dire, juste lire quelques bouquins, ou t'étais dans un club d'astronomie local, ou que sais-je? J'étais dans le club d'astronomie, dans le club de création de fusées également. Ah oui. Le club d'échecs, enfin, j'étais vraiment le littéraire scientifique. Tu en fais encore des échecs? J'en fais encore. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suppose que tu te rends compte en étant joueur qu'il y a un regain popularité. Moi, je dis, mon fils, il joue aux échecs dans la cour de récré aujourd'hui avec. Il y a des petits clubs qui se font dans les collèges. Il vient d'ailleurs de faire un tournoi ce week-end. Là où, bah, moi j'avais mon ballon de foot. Eux, ils ont des jeux d'échecs. Je trouve ça assez chouette. Ah bah. Ouais. Ah, donc toi tu joues toujours. Bon, il faudra que j'organise une petite rencontre entre vous deux pour voir un peu où il en est. Il faudrait que je me remette un petit peu plus. Parce que bon, je joue vraiment de manière occasionnelle maintenant, mais. Ben, je me suis rendu compte qu'en fait il faut étudier les ouvertures. Pour moi c'était un jeu, je dirais, comme le jeu de dames. Non, il faut étudier les ouvertures, les tactiques. Donc on a un futur astrophysicien qui bascule sur des études littéraires finalement. Oui, c'est ça. C'est bon. J'ai fait des études littéraires. Enfin, j'étais passionné par plein de choses, hein, donc la musique, les sciences, la littérature. Enfin, il a bien fallu faire un choix. Le sport, et puis à un moment donné, voilà, j'ai fait le choix du littéraire. Et une fois mon bac en poche, j'ai dit bon, non, je vais pas faire prof. Bah ouais. Donc du coup, j'ai fait économie. Voilà, c'est donc un mix entre les deux. Un mix entre les deux, souvent ça, ouais. Donc économie à l'université, puis une école de commerce. Il a fallu que je paye mes études, donc du coup j'ai fait en alternance. Ok. Tu faisais quoi comme type de boulot pour Alors, en alternance, je travaillais dans une école de langue. Ok. Bon. Bah oui, fatalement, voilà. T'étais bien armé. Et en parallèle de ça, je travaillais le soir au Stade de France, au Parc des Princes, à vendre des tickets, des choses comme ça. Ah, génial. Ça fait de toi un supporter parisien? Non, pas spécialement. Non, je suis pas. T'es pas très foot. Non, à la rigueur plus rugby, mais. Ok. Ah, ok. Mais bon. Mais non, pas un grand passionné en tout cas de sport. Mais par contre, le fait de vendre, c'est déjà la fibre. Ouais, voilà. C'est vrai. Les études et en même temps le terrain, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Tu commences une première expérience professionnelle à Paris? À Paris, tout à fait. Oui, à Paris, dans le 3e arrondissement. Où là, effectivement, je travaillais dans cette école de langue qui s'appelle ILTC. Je sais pas si ça existe encore, mais bon, en tout cas, ça m'a beaucoup appris. Ok.
Et puis très vite, une fois terminé mes études, je suis engagé chez Manpower. Mais là, en fait, c'était pas dans l'agence, dans les agences pour vendre des intérimaires, des assistantes, des secrétaires ou des choses comme ça. C'était vraiment un nouveau concept qui devait se lancer, qui voulait qui voulait faire du high-tech. Donc tout ce qui est bureau d'études, ingénieur, des postes beaucoup plus élevés. Et à l'époque, il n'y en avait pas du tout. Donc j'ai aidé à monter le concept. Oui, mais donc pas en tant que profil tech, puisque tu venais de finir un cursus plutôt économique, on est d'accord? Non, plutôt développement, c'est ça, business développement, ouais, ok. C'est ça, monter le concept de l'agence, mettre en place... Je te pose la question, c'est parce que on sait que ton profil est devenu de plus en plus tech par la suite des événements et des business que tu as lancés. Donc non, justement, c'est ton premier pied peut-être dans un projet tech, mais en tant qu'économiste, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, vraiment, j'étais, je recrutais des ingénieurs, des techniciens de bureau d'études, des concepteurs en automobile, en aérospatial, Là, t'étais content. Là. J'étais content. Les entretiens devaient durer longtemps. Oui, c'est ça. Et l'informatique, voilà, aussi. Et c'est comme ça que finalement, j'ai connu mon futur employeur, qui était un de mes clients à l'époque, et à un moment donné, il m'a fait une proposition que je pouvais pas refuser. En tout cas, c'était mon rêve. De partir avec lui, donc, manifestement. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai été embauché par cette société qui s'appelle ATCI, qui m'a débauché, tout simplement. On le dit clairement. Je leur avais fourni plusieurs ingénieurs en informatique, et donc à un moment donné, et donc cette société faisait, à l'époque, on travaillait sur Novell, Windows, ça commençait un tout petit peu, et donc ils faisaient de l'infogérance, et ils voulaient développer toute la partie SS2I. Enfin, je sais pas si ça existe. Là, ça me parle pas. Tu vas m'expliquer. Placement de techniciens et d'ingénieurs sur des projets. Oui, donc c'est ce que tu faisais chez Manpower. Oui, c'est ça. En gros, si je caricature un peu, si je résume un peu. Donc là, beau succès, ça s'est très très bien passé. Je gardais vraiment des très bons contacts avec les responsables d'ATCI, et puis j'ai quitté la France. Je suis arrivé en Belgique en 2007. Et pourquoi personnel, tu rencontres ta future femme? Non, rien à voir. Non, je connaissais déjà mon épouse depuis l'âge de 18 ans. Ah, donc on a fait nos études ensemble. Génial. Et non, on avait un rêve, c'était parce que il a fallu payer nos études, donc on n'a pas fait ni d'Erasmus ni de voyage à l'étranger proprement dit, je dirais, pendant les études. Et on s'est fait un deal tous les deux. Le premier qui trouve un job à l'étranger, l'autre démissionne et le suit. Ok. Donc voilà, j'ai eu cette opportunité en 2007. À l'origine, je devais ouvrir une agence. Elle t'a pas répondu. T'es sûr que tu veux pas attendre de voir ce que je trouve? Si c'est Bruxelles, ok, mais je m'attendais peut-être à plus exotique. Non, ça va, elle a pas dit ça. Non, parce qu'à l'origine, c'était pas Bruxelles. Ah, c'était pas Bruxelles, d'accord. Bruxelles, c'est une erreur. Ok. J'imagine tout jeune. C'était transitoire. Voilà, non, 3 heures de route, c'était peut-être pas le. Normalement, c'était Singapour. D'accord. Singapour ou Shanghai. Je devais faire des études de marché et ensuite aller donc à Singapour ou Shanghai. Et Paris, c'était pas la bonne place pour ça, parce que état d'esprit plutôt anglo-saxon, etc. Avec l'esprit français, ça collait pas très bien. Donc j'avais le choix entre Bruxelles ou Londres pour commencer et préparer justement le départ. Et donc arrivé à Bruxelles, on a choisi Bruxelles. On avait moins d'affinité avec Londres, et peut-être que ça changera maintenant. On va pas refaire le passé. Et arrivé à Bruxelles, on a commencé à travailler tous les deux. Et en fait, on a adoré le cadre de vie. Mais vraiment, on y a adoré. Au bout de quelques mois, on s'est dit non, on pose les valises et génial. On s'installe définitivement. On retourne pas à Paris, quoi. C'est ce que tu penses toujours? C'est ce que je pense toujours. Magnifique, génial. Non, franchement, c'est bruxellois maintenant. Oui, pas de problème. Voilà. Puis, à Paris, c'est 1h20 d'ici. Donc, c'est comme si je travaillais en province. C'est vrai. Oui, c'est vrai. D'un point de vue logistique. Oui, on se comprend. Pas d'un point de vue état d'esprit. J'imagine qu'il y a des différences. Voilà. Super. Et donc, tu commences ce nouveau chapitre à Bruxelles. Là, tu es toujours sous statut d'employé, hein? Là, je suis employé. Sous contrat. Ok. Je suis employé d'une société qui s'appelle Maltem. Ok.
qui était spécialisé plutôt dans la finance, finance de marché, banque, etc. et un tout petit peu assurance. J'avais déjà cette affinité avec les assurances parce que j'avais découvert le secteur des assurances en France. Ouais. Et je décide plutôt que de me tourner les pouces parce que je voyais que ça avançait pas de l'autre côté pour partir à Shanghai ou au Singapour, de monter un business assurance. Sur le côté ou tu non, quittes? Non, pour oui, moi, dans le cadre de... Ok. Donc, je monte une BU. Dans laquelle tu travaillais, ok. Petit à petit, je lance l'actuariat qui était déjà un peu dans ma tête. Donc, une business unit avec des actuaires, avec des business analysts en assurance, sur des projets informatiques, etc. Et tu lances ça, j'allais dire spontanément, en mode j'ai identifié un bel axe de développement, je vous propose qu'on fasse ça et on te laisse les mains libres. C'est génial ça. J'avais commencé un petit peu, j'ai pris des références, j'avais fait pas mal d'entretiens aussi avec quelques CEO, des CRO, des gens bien placés dans le secteur des assurances. Et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'adore aussi ici en Belgique, c'est que on peut avoir le rendez-vous. On peut être inconnu, on passe un coup de fil, si on a un vrai sujet, on nous reçoit. Regarde, moi je contacte le CEO de Wikitree, je lui dis est-ce que tu veux bien venir enregistrer un épisode de podcast Allez, il vient, c'est ça qui est beau. T'as été pistonné. C'est vrai. Non, je rigole. Voilà. Et donc je lance cette activité et puis j'en fais un vrai business plan après entre 2007 et 2010, donc ça se développe bien. Fin 2010, je présente un business plan un peu plus ambitieux au niveau international, donc sur toutes les agences. Et patatras, ça passe pas. Voilà, le niveau de marge que je propose, qui était déjà vraiment pas mal, on était pas loin de 40% quand même, ne convient pas parce que on était sur un business model vraiment ce qu'on appelle de régie, mise à disposition de personnel, et tout ce qui est R&D, support, avant-vente, après-vente, etc. n'était pas dans le business model de la société en question. Bon, c'est pas grave. Je pars en faire un plat, je démissionne. Directement, je dis non, ça passe pas. Bon voilà, moi j'ai déjà mon projet, donc je démissionne et puis je me retrouve en bas de l'immeuble avec des collègues et puis on fait quoi? On va monter notre boîte. Génial. J'adore l'histoire. Et c'est comme ça qu'est né Wikitree. Ben oui, parce que tu dis, on est en 2010 quand tu essuies ce refus. Sauf erreur, Wikitree c'est 2011, donc le temps de se mettre ensemble. Fin 2010, 2011. Et donc c'est arrivé en janvier 2011, février, Wikitree naissait. Vous êtes combien à quitter vraiment cette boîte pour lancer Wikitree? Alors au tout départ, on était 3. Ah ok, quand même. Donc vous êtes à 3 à vous dire non, ça ce business plan, ce projet qu'on vient de mettre sur papier, ça doit pouvoir réussir, on y va. C'est ça, et une dizaine ensuite qui nous ont rejoints dans le cours de l'année. Ouais. Ah on a dû avoir le sourire de l'autre côté. Mais enfin, ils avaient tout en main pour y aller. Voilà. Ah génial. Ça j'aimerais bien que tu m'expliques un peu comment on fait quand on n'a jamais été indépendant, sauf erreur, on a toujours travaillé dans d'autres boîtes, même si on est plusieurs, pour se dire on a un business plan, mais on parle pas d'un petit projet, je veux dire de niche où on peut commencer seul, voir un peu comment ça se passe. Il faut tout de suite être opérationnel, puisque si je ne dis pas de bêtises, corrige-moi, le début de Wikitree, c'est d'ailleurs un peu ce que tu viens de dire en parlant de régie, etc. C'est, pour faire simple, de la consultance, en tout cas du service pour donc des compagnies d'assurance. Donc tu peux pas venir dire on est deux et on va faire un peu ce qu'on peut, mais vous tracassez pas, si vous nous faites confiance, ça va aller. Il faut oser, ou alors on y va peut-être un minimum au bluff au début dans ce genre de projet. Comment ça se passe les tout premiers mois? Non, une de nos valeurs principales, c'était la transparence. Donc on mentait pas sur notre capacité. Tout le monde savait qu'on avait monté Wikitree avec notre solde de tout compte, donc on n'avait rien, quoi. Enfin, c'était dans mon salon. Génial. Pas dans le garage comme dans la Silicon Valley, mais quasi, quoi. C'est quand même pas le même principe. C'était des bureaux. À l'époque, on n'inventait rien. On trouvait des bons profils, des perles rares. On avait un bon réseau. Et puis j'avais des clients qui me faisaient confiance aussi, parce que jusque-là, oui, c'est vrai, c'était très bien passé aussi. Donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir des clients qui m'ont suivi. Donc c'est comme ça qu'on a lancé en fait Wikitree. Donc vraiment
même pas au bluff. C'était vraiment plutôt de la transparence. Voilà, on démarre, on n'a pas grand-chose, mais voilà, faites-nous confiance, on va y arriver, on va faire les choses bien. Et avec une certaine vision quand même au niveau data, au niveau technologie quand même, déjà à l'époque. Ouais, 2011, on le répète. Ouais. Où c'était en plein Solvency 2. Mm-hmm. Donc solvabilité 2, donc les normes côté assurance. Il y avait BAL 2 côté bancaire. Solvabilité 2 commençait à arriver, donc avec une vision best estimate. Enfin, ça c'est une vision qui était révolutionnaire, en tout cas à l'époque par rapport à la manière de calculer le SCR. Et donc ça prenait beaucoup de temps aux équipes. C'était extrêmement consommateur de temps et de ressources, en plus de ressources haut niveau, d'actuaires ou de data analystes, des gens quand même assez qui coûtaient cher aux compagnies. Oui, c'est ça. Donc quand tu dis ça prenait beaucoup de temps aux équipes des compagnies. Oui, c'est ça. Et donc quand tu viens avec une possibilité d'outsourcer ça, fatalement, ça a attiré l'attention et... Effectivement, ça c'était la première démarche, c'est-à-dire on va se décharger sur des équipes, enfin sur des équipes de Wikitree. Comme ça, nous on libère du temps à nos propres équipes. Donc ça c'était la première des choses. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'optimisation à faire au niveau informatique. Là j'ai dit on parle de data, on parle de technique, on parle de sources diverses qui arrivent de différents départements qu'il faut consolider, qui sont pas dans le même format. On parle entre informatique et business à l'époque. Ça parlait pas très bien entre l'informatique et le business. Et donc, je me suis positionné un peu comme un conciliateur, on va dire, et comme un facilitateur de traitement de données. Et est-ce que, parce que je vois vraiment bien ce que tu me décris, est-ce que je peux dire que tu as offert aux compagnies l'avantage d'avoir un partenaire, un collaborateur externe, peut-être plus à l'avance, ou en tout cas au moins à leur niveau, mais probablement à l'avance sur ces sujets du digital, mais dans le contexte actuariel, etc., mais avec l'avantage d'être beaucoup plus agile parce que un acteur de 5, 10, 15 personnes au début, peut-être déjà un peu plus, qui peut avancer plus vite, qui peut transformer vite, là où on sait qu'il y a quand même une forme d'inertie ou en tout cas de difficulté à avancer vite et de manière agile au sein même des compagnies. Ça a été ça une des plus-values de Wikitree au début, tu penses? Ou c'est vraiment la partie, je vais dire, non, c'est vraiment le knowledge qu'on a développé nous-mêmes et... Pour être tout à fait franc, je pense que c'était vraiment une question de pénurie de ressources d'actuaires et d'actuaires qui voulaient faire du reporting. En toute franchise. En plus avec pénurie mais d'actuaires prêts à se lancer dans une disruption, on va dire, digitale de la manière de fonctionner, j'imagine que c'est encore plus rare. Ça a été le déclencheur. C'est effectivement, au départ, on a eu juste cette chance de pouvoir intégrer ce genre de projet. Et le fait d'arriver avec une vision beaucoup plus data, beaucoup plus automatisation et optimisation, c'est ce qui nous a vraiment permis de décoller. Clairement, c'est à partir de là que d'autres compagnies ont entendu parler de nous, qu'ils ont dit tiens, on va consulter Wikitree, et on est arrivé avec une méthodologie, avec une façon de faire. On s'adaptait, je veux dire. Ouais, j'imagine. Voilà, on n'arrivait pas, on n'imposait pas la façon de faire, mais on arrivait avec une vision en disant voilà, on va vous aider à traiter la data beaucoup plus rapidement, l'automatiser, créer des comment on appelle ça, des sortes de mini silos pour imperméabiliser le traitement de données. Et à partir de là, de pouvoir le consolider pour en faire ce qu'on appelle des QRT. Et les déclarer aux banques centrales. Et donc on a même réussi à automatiser 100% du processus. On est passé pour certaines compagnies, 20 personnes qui travaillant pendant au moins 20 jours à un clic qui prenait 30 secondes. Incroyable. Et un temps de traitement de 30 secondes. Ah oui, tu m'étonnes qu'on en a parlé, que les compagnies, les concurrents qui ont entendu parler de ce type de process se sont intéressés à Wikitree à l'époque. Bon, évidemment, c'était pas valable pour toutes les compagnies, ça c'est évident, parce que plus le process est complexe, plus il faut développer. Donc, mais par contre, ça nous a permis de vraiment obtenir
renommer et cette aura de pouvoir percer dans l'actuariat, alors que moi-même je suis pas actuaire. Ouais, c'est ça, ouais. Ça m'amène évidemment des tas de questions. Ces premières explications sur le début de Wikitree. Je vais commencer par l'aspect purement business. Ça a été compliqué sur le plan business, même de la viabilité d'une entreprise, sachant qu'en plus c'était un modèle, je sais pas comment ça a évolué par la suite, mais tu l'as dit, en régie, donc prestation de service, qui permet pas nécessairement d'accumuler un peu du capital d'avance pour développer, puisque c'est on preste, on est payé. Alors, peut-être parfois avec un certain décalage de délai de paiement, etc. Pas trop compliqué, ne serait-ce que la gestion du cash flow au début. On n'a jamais roulé. T'es toujours là en tout cas, donc. Voilà, on n'a jamais vraiment roulé sur l'or. Ouais. Je me suis jamais payé non plus des milliers des cents. Enfin, juste de quoi pouvoir vivre normalement et correctement. Enfin, je vais vraiment pas me plaindre. Par contre, c'est vrai que tout ce qu'on gagnait, on le réinjectait dans la société. Ouais. Hein. C'est jamais payé de dividendes. Hein. Oui, parce que je veux dire, quand on est dans la tech, avec ce type de business model, pas le choix, il faut continuer à se développer. Tu parlais de la recherche et développement interne, etc. J'imagine que ça coûte quand même évidemment un certain budget. Ça représente un certain budget. J'ai commencé cette partie-là seulement en 2018. Ok. Donc de 2011 à 2018, voilà, enfin, on a essentiellement fait de la régie. Ouais, c'est ça. Ouais. À partir de 2018, on a commencé à intégrer de la R&D. Okay. À réfléchir à l'intelligence artificielle. Et là, on s'est dit, il y a un truc. Il y a un truc à faire. L'intelligence artificielle n'était pas encore connue. Ah non, 2018, enfin, on sait qu'elle existait, mais on n'est pas du tout dans le mainstream d'aujourd'hui, depuis ChatGPT qui a ouvert les yeux à beaucoup. Donc on peut dire que c'est assez précurseur de se poser la question dans une boîte qui est pas une big tech, hein, de se dire tiens, de faire le constat, je suppose que c'est ça dont tu parles. On est dans un secteur, l'assurance, où il y a beaucoup de data. On est en train de travailler avec des actuaires. On essaye d'ajouter une couche tech. À un moment donné, on est pile poil dans un use case, enfin dans un contexte où l'IA peut faire des grandes choses, quoi. Oui, c'est ça. La data et la tech, bon, à un moment donné. À un moment donné, quand on a fait le tour, hein, clairement en termes d'optimisation. On s'est dit, voilà, on optimise les différents départements, les différents formats. C'est le principe de l'ETL, hein, extract, transform, load. Et à partir de là, une fois qu'on a fait le tour, on se dit, où est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Et en étudiant l'intelligence artificielle, on s'est dit, en fait, on peut faire apprendre des modèles. Et certains modèles qu'on a testés ne nous ont pas convaincus. Parce que quand même, dans le secteur des assurances, il faut être extrêmement précis. L'intelligence artificielle, même si on lui apprend des choses, il suffit qu'il y ait une petite subtilité, il passe à côté. Et on peut pas se permettre de passer à côté en assurance, quoi. Je veux dire, soit c'est couvert, soit c'est pas couvert. Ouais. On peut pas dire, peut-être que... Et puis on a aussi le multilinguisme en Belgique, hein, donc ce qui est vrai en français. Pour quelqu'un comme toi, c'est un jeu d'enfant, hein. Toutes les langues. Alors bizarrement, non, le néerlandais, je le maîtrise pas. Malgré l'allemand. Non, ouais, c'est tout de suite l'allemand qui me revient, donc du coup, je comprends le néerlandais, mais j'arrive pas vraiment à le parler. Je switch dans ma tête soit en anglais, soit en allemand. Et bon, je te jette pas la pierre parce que j'ai 43 ans aussi, donc ça fait 43 ans que je suis là, moi, et malheureusement c'est toujours pas le cas non plus, donc tu vois. Bon. Très fier. Mais tu me fais envie avec toutes les langues que tu maîtrises. Oui, donc tu avances vite, mais sans non plus grandir vite. Par contre, à l'époque, vu ce qu'on vient de se dire, sauf erreur, aujourd'hui Wikitree c'est plus de 100 collaborateurs. Oui. À quel moment on passe de peut-être une dizaine de personnes à une boîte qui représente aujourd'hui 100 collaborateurs, ce qui est quand même vraiment énorme pour le business que tu fais? C'est vraiment 2018 qui a été la pierre angulaire. Ok. Clairement, jusqu'à 2018, on était une trentaine, 20, 30 à peu près. Et à partir de 2018, quand j'ai ouvert le secteur à la gestion, c'est-à-dire que jusque-là, on était vraiment tech actuaire. Ouais. Et à partir de 2018,
on s'est dit on va s'attaquer au marché de la gestion. Donc la gestion de sinistres. Je t'interromps, c'est pour être sûr de bien comprendre et qu'on comprenne tous bien. Tech Actuaire, c'est donc construire les produits, construire les couvertures de risque. Alors, on n'avait pas cette chance. Ok. On était beaucoup plus sur le reporting et le réglementaire. Ok. Ou les projets purs aussi, par exemple de comment on appelle ça, de migration de portefeuille. Ça, okay. On faisait pas mal aussi. Ouais. Mais par contre, aller construire les modèles, non, parce que c'est quand même un petit peu le Graal de ça chaque doit chose. Rester, voilà. C'est quand même le core business de la compagnie. Si Exactement. Même ça est externalisé, à un moment donné. Ils externalisent assez peu. Okay. D'accord. Ce domaine-là. Donc, non, pas trop. Mais par contre, c'est vrai que je regardais avec des yeux assez envie. Ouais. Bah oui, j'imagine, avec les outils et les personnes que tu avais autour de toi, c'était quand même... Ouais. Donc, gestion. Oui, gestion de sinistre. De sinistre. Alors gestion de sinistre. C'est tout autre chose, évidemment. C'est tout autre chose, mais en même temps, voilà, il y a de l'optimisation aussi à faire de ce côté-là. Mais donc, on s'est dit, bon, on va aller ouvrir, parce que mon rêve à l'époque, c'était construire un gros back-office, mutualisé pour l'ensemble des compagnies. Ok. Bon, voilà, enfin, c'était... Oui, mais si, c'est le genre de vision qu'il faut avoir. Et je me suis dit, voilà, c'est une manière d'optimiser, parce que finalement, un sinistre, c'est un sinistre, qu'il soit chez AXA, chez Balois, chez Etias ou chez Fédéral, enfin, pour pas les citer, mais enfin, bref. C'est fait. Voilà. Les autres aussi, hein. Oui, voilà. Tu es bloqué maintenant. La liste exhaustive, ça va être compliqué, donc voilà, on parle de tout le monde. On le traite de la même manière. Un sinistre auto en RDR, c'est un sinistre auto en RDR, peu importe la compagnie. Ouais. Et le fait de centraliser le tout chez Wikitree, on va dire, du coup, ça permet d'optimiser les coûts, la formation, la disponibilité. Et donc, les compagnies ont été assez friandes de ce service. Donc, là, même encore aujourd'hui, je crois que c'est une 50aine de collaborateurs qui font de la gestion de sinistres. Ah oui, ok. Ah oui, c'est impressionnant. Et tu n'as pas pu aller au bout du projet très très ambitieux que tu as presque l'air de qualifier d'utopiste, donc de gestion complète en back-office, mais à mi-chemin alors? Ce qui me manquait, c'était deux choses. Un, du financement, oui. Beaucoup plus de moyens, de capital, et deux, un logiciel de gestion. Ok. Voilà, parce que et donc travailler sur et donc soit un partenaire, soit le temps nécessaire à toute une équipe de développeurs de développer from scratch ce type de. On a quand même plus ou moins réussi maintenant, sans le capital et sans le logiciel de gestion, en tout cas de base, parce que finalement maintenant on récupère déjà des portefeuilles de certaines compagnies qui les mettent en reneuf et du coup qui nous les confient, en disant voilà, nous on va concentrer nos équipes sur des nouveaux produits, ceux qui sont à forte valeur ajoutée, et ceux sur lesquels aujourd'hui on a des obligations réglementaires et des obligations de gestion pour les affiliés. Ça nous coûte en ressources, parce qu'on mobilise des ressources qui sont pas motivées à travailler sur un produit qui est plus commercialisé. Donc, voilà, ils nous le confient en outsourcing. Ok. Et quand tu dis que tu n'avais pas le capital, est-ce que tu as eu des discussions à l'époque avec les compagnies ou je sais pas, peut-être avec Portima ou en tout cas avec l'ensemble des acteurs en disant l'idée c'est de faire ce projet-là, donc de gestion globale en back-office pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une initiative globale si tout le monde partage le capital nécessaire, vous vous y retrouverez? Ou t'as pas eu ce genre de discussion à l'époque? Ou t'as eu un début de discussion, mais ça n'a pas été très loin? Non, début de discussion. Alors, les compagnies étaient quand même assez ouvertes, en tout cas, à ce genre de discussion. Après, le fait que ce soit Portima ou pas, j'ai pas eu beaucoup de discussions avec Portima, en tout cas à l'époque. Non, mais je dis Portima parce que Brio, parce que les compagnies, mais bon. Et pour moi, il y avait un élément en tout cas bloquant, au fait que ce soit avec participation des compagnies, c'est que toutes les compagnies n'allaient pas forcément participer. À partir du moment où il y en a une qui rentre dans le capital, les autres n'ont pas forcément envie de donner la vue sur leur portefeuille. Donc voilà, enfin ça a quand même. Il fallait rester indépendant. Ok, mais c'est ce que tu as réussi à faire du coup, en gardant ce rôle externe. Et donc ça a bien fonctionné, et c'est toujours une partie du core business de Wikitree aujourd'hui, plus que jamais. C'est le majoritaire. C'est une majorité, c'est ça. En termes de volume et de capital, oui, c'est le majoritaire.
Écoute, et déjà. Après l'actuariat et après toute la partie tech. C'est devenu le core business de Wikitree. Bravo déjà pour commencer. Merci. Mais tu n'en es pas resté là. Au contraire, puisque Wikitree, et ça c'est encore plus récent que 2018, sauf erreur, après avoir été donc très loin dans le, je vais pas dire la sous-traitance, mais en tout cas dans le travail au profit des compagnies, s'est tourné vers les courtiers, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. C'est quoi? C'est l'entrepreneur que tu es qui a identifié qu'à un moment donné toutes les connaissances, toute l'expertise qui a été développée au profit des compagnies, elle devait pouvoir bénéficier aussi aux courtiers qui sont le réseau de distribution, mais qui surtout partagent énormément de points communs, parce que fatalement, c'est les produits qui viennent des compagnies, c'est des sinistres qui sont gérés un peu par eux au profit en tant qu'intermédiaire de compagnie. Et là, tu t'es dit, on doit pouvoir aussi faire quelque chose pour et avec eux. Alors, c'est un concours de circonstances et en même temps, il y avait une certaine vision aussi dans le sens où, en 2018, quand on a commencé à travailler sur l'IA, on s'est très vite rendu compte que cette IA, en tout cas cette solution, allait être destinée au réseau de distribution, donc aux courtiers, essentiellement. Je visais les agents aussi à l'époque. Mais oui, d'ailleurs, tu as cité un acteur bien connu du direct. Oui. Tu travailles encore aujourd'hui, niveau compagnie, fatalement, parce que dans le direct, il y a peu de courtiers. C'est le principe. Tu travailles encore aujourd'hui, côté compagnie, direct ou pas? Oui, tout à fait. Parce que sur la gestion de sinistres et sur l'actuariat, oui. D'accord, ok. Oui, effectivement. Donc tu disais, tu visais aussi les agents, mais on parle bien des courtiers finalement. Oui. Alors, cette solution, en fait, on avait l'idée de faire un comparateur. Au départ, on a regardé aussi la partie tarification. On s'est dit, bon, faire un comparateur de tarifs. On s'est dit ça existe déjà. Le problème c'est que on va devoir avoir des accords avec les compagnies et certaines compagnies vont vouloir mettre en avant leurs produits plutôt qu'un autre. Enfin bon. Et ça peut dévier, oui, voilà. C'est ça dans du pur commercial. Ouais. Je voulais être 100% neutre et c'est toujours ce qu'on est aujourd'hui. Et du coup en fait on s'est concentré sur tout ce qui est qualitatif. Donc les garanties, ça n'existait pas du tout. Ça n'a jamais existé. Personne n'avait pris, en tout cas le temps, ou alors n'avait réussi à faire un vrai comparateur qualitatif de couverture. C'est-à-dire que, on peut savoir si dans une compagnie ou dans une autre, pour le même produit, il y en a une qui couvre mieux que l'autre. Et comment? Et autant globalement que de manière précise, je veux dire. De manière très précise. Oh, c'est ça, ok. Là, il y a plus de 1000 critères qui sont analysés, il y a des millions de data en permanence qui sont analysées, des conditions générales qui sont lues en permanence. Comment tu tiens ça à jour? Comment c'est tenu à jour, cette base de données de conditions? Parce que il y a des spécialistes qui travaillent dessus en permanence. Et c'est entre guillemets à la main. Enfin, je veux dire, quand une compagnie change un produit, ou même un petit risque, une exclusion qui est ajoutée. On a un système d'alerte qui détecte automatiquement, ça c'est via l'IA, qui détecte automatiquement des modifications. Mais parce que toi tu as accès, je veux dire, c'est pas, je vais caricaturer exprès, mais c'est pas quand une compagnie met sur son site web des nouvelles conditions générales que ton outil va les détecter. J'imagine, tu reçois au fur et à mesure. Alors officiellement, je sais pas. Hein. Officiellement, si. Hein. D'accord. C'est quand la compagnie publie. Ok, d'accord. De toute façon, on va pas aller analyser, en tout cas, on va pas publier ou donner accès au courtier un produit qui n'est pas encore. Non, tout à fait. Mais je me dis que il y a peut-être un canal de communication autre que ça, mais c'est pas si ça dépend peut-être d'une autre. Et puis maintenant, tu es un acteur tel que je suppose que les compagnies ont intérêt évidemment à te. On est en contact avec quasiment toutes les compagnies en permanence, donc on sait quand une compagnie est en train de travailler sur un nouveau produit. On le dit pas spécialement. On commence potentiellement à l'analyser en interne, mais surtout on ne publie pas avant. Ok. Oui, non, bien sûr. Oui, il faudrait pas publier avant la compagnie, fatalement, c'est un peu embêtant. Effectivement. Ça pourrait mener à des problèmes pour nourrir les avocats. Alors je dis pas que je suis contre, parce que fatalement il faut un peu qu'on travaille aussi, mais c'est clair que ça pourrait être délicat. Ok, et donc c'est l'outil
et puis on reviendra au courtier. C'est l'outil sur lequel vous avez commencé à travailler en 2018 chez Wikitree, qui a progressivement été développé pour devenir donc c'est cet outil donc d'analyse et de comparaison des couvertures. C'est ça, tout à fait. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé avec en collaboration avec Feprabel. Voilà, donc Patrick Cohert était au courant des avancées que nous faisions. Donc j'allais souvent lui présenter quand même le résultat, ou voilà, qui me donnait des conseils en disant tiens, il faudrait rajouter un devoir d'information, il faudrait présenter des choses d'une autre manière, ou voilà, enfin il me donnait en tout cas son input, et je le remercie énormément pour ça en tout cas, parce qu'il m'a tout de suite fait confiance, et il nous a pas encore promu au départ, mais voilà, c'est précieux. Quand il a vu que ça commençait à marcher, et il a commencé à ouvrir auprès des courtiers, et de se dire tiens, équipez-vous, faites un prix pour, en s'adressant à nous, faites un prix pour nos membres, chose qu'on a acceptée, et voilà, petit à petit ça commençait à être déployé et donc, chez des courtiers. Déployer quoi? Déployer l'outil permettant à un courtier d'aller comparer les couvertures des différentes compagnies en fonction du type de produit. Voilà, pour l'utiliser et pour répondre aussi à cette problématique réglementaire de la FSMA en termes de devoir d'information. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Là, quand on écrit ce produit convient le mieux, non. On sait que le courtier doit avoir concrètement, doit connaître les différents produits et avoir choisi celui-là en fonction des besoins de son client. De son assuré. Ça, notre produit le rédige automatiquement. Ok. Ah oui, donc évidemment, je perçois mieux à quel point il y a une plus-value à ce moment-là. Donc concrètement, le courtier qui prépare une dégâts matériels, qui veut vérifier s'il y a telle extension pour une remorque, j'invente n'importe quoi, il va pouvoir en quelques clics savoir où c'est couvert, où c'est pas couvert, à quel prix, partout. Avec quelle option, etc. Il tape, il y a plusieurs manières d'interagir avec l'outil, mais il y a un chatbot, notamment, on met remorque chez AXA, par exemple, et il dit comment c'est couvert, dans quelle option, quelles sont les franchises, quelles sont les limites, absolument tout. Et on est dans quel environnement? C'est du web. C'est du web. Oui, c'est du web. Ok. On a besoin de rien installer du tout. On peut y avoir accès sur son PC, une tablette, même un smartphone, même si il y a un peu trop d'informations pour que l'affichage soit. Oui, je me doute. Moi, ça, c'est correct. Si vraiment il y a besoin, parce que en clientèle, sans laptop ou quoi, mais c'est quand même possible. C'est ça. Waouh. Tu t'as parlé du coup de la recherche et du développement d'intelligence artificielle en réflexion depuis 2018. Je sais que WIS est arrivé pour avoir quand même un peu préparé cette discussion avec toi et regarder un peu ce que Wikitree propose. WIS aujourd'hui concrètement, c'est ce que tu viens de m'expliquer, c'est l'analyse automatique des couvertures. Oui. Qu'est-ce qui reste comme, au niveau vraiment de cette analyse, qu'est-ce qui reste comme intervention humaine aujourd'hui? C'est décider ce qu'on donne à manger à l'IA, pour le dire comme ça. C'est de l'entraînement supervisé, comme on dit. Non, je crois qu'on est arrivé à une certaine maturité. Donc oui, effectivement, on donne à manger. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'IA fait le travail. Ouais. Et surtout, on vérifie. Et c'est ça l'intervention humaine, c'est on vérifie qu'est-ce qui est fait. Ok. Et il y a pas une seule virgule qui est pas vérifiée par un expert qui vérifie que c'est pas trompé. Donc est-ce que du coup il y a de l'apprentissage supervisé à ce moment-là? Donc pour être bien clair, quand quelqu'un chez toi corrige une erreur, est-ce que l'outil apprend ou on n'est pas dans de l'apprentissage supervisé? Là, c'est juste que l'outil fonctionne bien et de temps en temps, il peut y avoir il apprend, tu vois ce que je veux dire? Il apprend du vocabulaire, il apprend un certain nombre de choses, mais par contre, on a vraiment cloisonné. Ça, je parle un petit peu de secret de fabrication, mais j'en dis juste un tout petit peu. Ouais. Donc, en gros, on a cloisonné l'IA parce que l'IA, quand on la laisse libre. Ouais. Ah bah oui. C'est pas assez précis pour les assurances, quoi. Donc, c'est pour ça que ChatGPT, apprend, c'est très très bien. L'IA générative, c'est très utile. Moi, je l'utilise moi-même au quotidien, c'est pas un problème. Mais
pas dans le secteur des assurances proprement dit, pas sur des conditions générales, sur de la tarification ou sur des problématiques vraiment extrêmement pointues comme ça. Oui, non, c'est marrant parce que à la demande de Feprabel ou de cercle de courtiers, j'ai donné ces derniers mois plusieurs conférences justement de découverte de l'IA et de ChatGPT pour être plus précis en particulier. Et un des exemples que je prends pour montrer quand même la puissance de l'outil, l'idée c'est juste de montrer ce qui existe, pas de parler de solution miracle, c'est en fait, je me rends compte un peu ce que vous faites, puisque j'ai configuré ce qu'on appelle un GPT, donc oui. Dans ChatGPT on peut configurer plusieurs profils qui ne font qu'une chose qu'on lui attribue, qu'une tâche qu'on lui attribue, et en l'occurrence c'est un petit comparateur de police pour le test, hein, c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, et donc ça fonctionne. Je sais très bien que c'est impossible que ça atteigne le niveau d'une solution développée dans ce but-là, hyper précis, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir qu'aujourd'hui, l'exemple que je prends, il est tout bête. Je prends 2 polices d'assurance auto, telles que je les trouve en ligne, en l'occurrence un acteur du direct et un qui travaille avec le réseau courtage, et ça ne change rien d'ailleurs dans l'exemple, et je lui demande simplement, tiens, j'ai été contrôlé avec tel taux d'alcool, est-ce que je suis couvert ou pas en dégâts matériels? Dans les 2 cas, c'est vrai que la réponse est quand même sortie, donc c'est la preuve qu'en lecture c'est bon, mais il y a quand même l'une ou l'autre petite hallucination qui peut arriver parce qu'il n'y a pas de justement, il n'y a pas de supervision, c'est pas guidé. À un moment donné, l'IA, elle a besoin qu'on lui dise que, alors elle va comprendre sans doute qu'il y a une différence entre le produit RC Auto et le produit dégâts matériels, mais à un moment donné, il faut pouvoir un peu structurer, il faut lui apprendre, et puis comme tu dis, on peut pas se permettre le moindre risque d'hallucination quand c'est un produit qui est vraiment commercialisé et utilisé par les acteurs, quoi. Ouais, et puis il y a d'autres problématiques, hein, c'est qu'il va peut-être pas forcément aller, prendre en considération des options. Ou des formules. Donc, il va aller lire une CG sur le net. Il y a plusieurs versions de la même CG, d'autres qui sont plus commercialisées, mais il va peut-être les prendre en considération aussi. Il suffit que, par exemple, on ait oublié de lui demander de bien regarder sur de la version précise de, mars 2020, on va dire. Du coup, il peut aller chercher une information d'une autre CG. Ouais, c'est ça. Il faut avoir structuré. Il faut avoir structuré les datasets etc. Et ça, c'est notre expérience en actuel. Évidemment. Qui nous a aidé à vraiment bien structurer, avoir une architecture sur laquelle on vient comparer de la même manière tous les produits. Donc, on met tous les produits au même niveau, et ensuite on fait un système de rating automatique qui va aller donner un rating plus élevé ou moins élevé en fonction de la moyenne du marché. Ok. Oui, donc là, mais c'est là où du benchmark. Oui, et c'est là où les meilleures applications de l'intelligence artificielle seront quand même toujours celles où il y a une couche d'humain, c'est du digital. Et voilà, exactement. Donc on y revient. Tiens, est-ce que 2018 début de ce développement, 2022 ChatGPT. Aujourd'hui très mature, ChatGPT est toujours avec cette courbe un peu exponentielle du développement digital et en l'occurrence de l'intelligence artificielle. À l'heure où on enregistre, ChatGPT 4o vient de sortir pour Omnicanal avec des premiers tests qui m'ont quand même à nouveau bien impressionné comme chaque fois. Moi aussi. Avec la possibilité donc de discuter et ça devient compliqué de se rendre compte qu'on parle à un robot et pas à un humain. Ma question c'est, est-ce que vous imaginez peut-être ajouter quand même une couche de ChatGPT ou autre dans l'outil? Je veux dire par là, on voit sortir beaucoup de solutions où on utilise quand même notamment l'aspect conversationnel de haute qualité. Je vois à quel point Wikitree est incroyablement mature aussi, mais vous n'allez a priori jamais atteindre le niveau de ChatGPT, par exemple dans la simulation de la conversation humaine et même des émotions aujourd'hui, puisqu'il y a même cette couche-là qui a été ajoutée. Est-ce que c'est dans les cartons d'imaginer, je te pose vraiment la question comme ça, parce que je vois ça un peu partout, on garde évidemment
tout le cœur de ce qu'on a développé, ce que tu viens d'expliquer, et qui vous est propre et qui est votre particularité. Mais on ajoute, par exemple, tu parlais de chatbot, la possibilité d'interroger notre solution en parlant à son téléphone, comme on peut le faire aujourd'hui avec ChatGPT. À nouveau, sans t'obliger à aller dans des secrets de fabrication, de projet de développement. Faut être, non, mais faut se regarder et regarder ses propres moyens aussi. On va pas réinventer la roue en fait. Même chez Wikitree, on n'est pas vraiment des inventeurs proprement dit. On est plus des fédérateurs ou des gens qui, qui ont une certaine perspicacité en termes d'avenir et de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher et comment ça devrait marcher d'ici peu et comment s'y préparer. Et c'est pour ça qu'en fait on a lancé iBroker. Je sais pas si c'était Ben si, j'aimerais. On parlait des courtiers, on parlait du développement de la solution, on parlait de la possibilité de pouvoir interroger les outils. Je voulais bien qu'on arrive. Je comptais bien arriver sur iBroker et voir un peu ce que tu proposes aux courtiers. Et ben justement, iBroker, c'est le fait d'avoir sélectionné un certain nombre d'InsurTech qui eux ont également mené des réflexions en termes d'intelligence artificielle, en termes de technologie, de data ou de choses comme ça, et qui ont une vision d'aider le courtier, enfin d'équiper le courtier à devenir le courtier stratège, le courtier 2.0, et en rassemblant ces différentes InsurTech sur une seule et même plateforme, ça permet de ne plus consacrer autant d'argent et autant d'énergie à la R&D, vu que finalement ils le font pour nous, enfin ils le font de leur côté. Le problème d'une InsurTech, c'est que on peut pas être bon partout. On est souvent bon en invention, en développement, mais en commercial, pas tant que ça. Et puis même de toute façon, l'aspect commercial consomme énormément d'argent, de ressources, et c'est pas facile. Nous, on a cette chance d'avoir une couverture de clients en termes de courtage qui est quand même déjà très développée, surtout en Bruxelles, Wallonie, et maintenant avec ces différents partenariats en Flandre également. Oui, j'ai vu que vous avez repris, ou en tout cas repris la clientèle de WeGroup. C'est ça, tout à fait, WeGroup, okay. qui a intégré le projet. Alors c'est pas un rachat de société. Non, ok. C'est plus un partenariat sur lequel on se dit voilà, on va centraliser toute la partie commerciale. On va reprendre en tout cas le support également. Par contre, toute la partie technologique reste dans la compagnie WeGroup. Et donc, l'idée, le concept d'iBroker naît suite aux premières discussions avec WeGroup, ou c'est l'inverse? Tu vois ce que je veux dire? Alors effectivement, j'avais commencé à discuter avec WeGroup, mais une fois de plus, en fait, non, cette idée elle est née avec Bruno Lambotte. Ok. Donc, qui est déjà passé dans ce podcast pour parler d'Insure Advice notamment, qui est dans l'offre. On était aux Journées du courtage à Paris, organisées par les Vivium Digital Awards. Ouais, ok. Parce qu'on avait reçu tous les deux les Vivium Digital Awards, et puis on s'est retrouvés avec les différentes InsurTech qui avaient gagné les Vivium Digital Awards à Paris. Donc il y avait WeGroup, il y avait Bruno Lambotte, il y avait Penbox également, et donc on a commencé à discuter en disant mais enfin on peut faire quelque chose ensemble, quoi. Oui, c'est ça, parce que tu le disais. C'est dommage qu'on travaille chacun dans un marché qui reste relativement petit. Je veux dire, tous investir dans le développement commercial et de la distribution, alors que c'est le même marché pour tout le monde et que le concept au départ, c'est d'équiper sur le plan digital les courtiers en assurance. C'est vrai qu'à un moment donné, ça semble très logique en t'écoutant d'avoir cette démarche. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, on a regardé quelles briques on aurait besoin. Donc, une tarification avec WeGroup, la partie KYC également que WeGroup. Know your customer, hein. Ouais, donc, okay. Know your customer. Campagne de communication, la partie garantie avec Wiz, la partie Wikidesk, donc chez Wikitree également, qui est la partie physique proprement dit, donc de support au courtier et de gestion de sinistres externalisés, et toute la partie donc web avec Insure Advice donc de Bruno Lambotte, et la partie conformité avec Box Conformité de Bruno Lambotte, aussi, plus ce que nous on a également sur Wiz avec la rédaction du devoir d'information. Et donc
tout ça fait que on a une solution maintenant qui permet aux courtiers quasiment de travailler. Ce qui nous manque, c'est juste la couche CRM. Ouais, encore sur laquelle on est en discussion. Pour la relation client. Voilà. Et surtout la gestion, en fait. Hein. Ouais. Oui, le suivi, oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est que on travaille avec Brio, clairement. Donc, on a nos propres licences avec Brio et on travaille sur les portefeuilles directement de nos clients. Mm-hmm. Et on vient optimiser le tout avec iBroker. Ok. Oui, c'est un sacré projet et je veux pas dire que ça boucle un peu la boucle, mais 2011, Wikitree, tu as expliqué la naissance, l'éclosion du projet. À l'époque, on parle pas d'un secteur insurtech, des insurtech, il y a pas d'autres acteurs. Aujourd'hui, 2024, 25, 30, 35 acteurs qui peuvent se revendiquer insurtech avec des produits plus ou moins matures et des sociétés plus ou moins importantes. C'est en même temps une vision qui paraît tellement cohérente de se dire on a des courtiers qui se retrouvent presque harcelés, c'est un peu exagéré, mais se retrouvent face à une offre qui est très riche aujourd'hui. Et on peut pas leur reprocher ce constat-là, on fait tous le même, chacun dans nos activités, mais d'abonnements, de couches d'abonnements qui s'accumulent. Quand je regarde parfois un peu mon carte de visa, je me dis, il faudrait quand même que je fasse peut-être un peu le tri dans tout ça, des abonnements privés, pro, un peu de tout. Et c'est le business model aujourd'hui qui veut ça, c'est de l'abonnement. Et donc, oui, de se dire, ben voilà, moi, j'ai en tout cas au minimum une vingtaine d'acteurs qui viennent avec des solutions, différentes, certaines peut-être se recoupent un peu, mais globalement, chacun est un peu dans son secteur. Qu'est-ce que je fais? Je veux dire, je dois tout prendre, mais c'est pas viable. Je dois faire un choix, mais qui va m'aider à choisir? Donc, c'est ça que que vous voulez faire aujourd'hui avec iBroker, c'est de dire, vous venez nous voir, nous. On a une offre qui, je suppose que c'est l'idée, va se développer, va s'élargir, et on va regarder avec vous, un peu comme le courtier fait avec son assuré, l'analyse des besoins. On va regarder un peu, vous, en fonction de la taille de votre bureau, si vous êtes plutôt B2B, B2C, si vous êtes plutôt en vie, en non-vie, enfin, etc., les outils qui seront le plus adaptés pour vous aider à vous développer et améliorer la qualité de service, la relation client, etc. Ouais. Alors, tout d'abord, on se considère pas comme une insurtech proprement dit. Mm-hmm. Quand tu dis nous, Wikitree. Okay. Wikitree, on se considère pas comme une insurtech. Mm-hmm. On est plus un opérateur d'assurance. Donc, en fait, on est soumis aux mêmes réglementations que le courtier. Donc, on a un numéro FSMA. On a les mêmes obligations de réglementaires, de formation, les PCP, RD, etc. Donc, on fonctionne exactement de la même manière parce que on traite des actes d'intermédiation pour nos courtiers. Ouais, ok. Donc, forcément, on a les mêmes obligations. Oui, c'est ça, oui. Donc, fatalement, tu connais d'autant mieux et tu parles un peu d'égal à égal quelque part. Et alors, nous, on discute justement, par contre, avec des insurtech parce que pour pouvoir les intégrer et apporter justement cette valeur ajoutée qu'attend le courtier. Effectivement, le courtier, s'il doit aller voir, je crois qu'il y avait 25 ou 26 insurtech au dernier Vigia Awards, s'il doit avoir 26 fournisseurs potentiels et ensuite se dire comment est-ce que je vais gérer l'une par rapport à l'autre. Il y en a un autre qui... Enfin bref, je veux dire, c'est un casse-tête pas possible. Non, pas possible. Et puis c'est pas possible, on va pas utiliser 25 outils au quotidien. Il faut que ce soit simple. Il faut que le courtier, quand il se lève, il se dit voilà, j'ai besoin. Enfin, qu'est-ce qu'il se dit? Je vais vendre. Il se dit pas je vais utiliser tel outil pour pouvoir vendre. Non, il s'en fiche complètement. Ce qu'il veut, c'est vendre et supporter son client lors de sinistres. Et donc, à partir de là, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter pour qu'il puisse se concentrer là-dessus, sur sa vraie valeur ajoutée, qui est justement la relation client et le suivi lors des sinistres. Et alors, comment ça se passe? Donc, vous avez discuté pas entre insurtech du coup, entre toi, Wikitree, opérateur et des insurtech, dans le cadre du projet iBroker. Qu'est-ce que iBroker va faire? C'est gérer les discussions avec les courtiers à toutes les étapes, à commencer par la première, à savoir le choix et donc la souscription ou l'abonnement à des outils. Mais avec un seul abonnement alors. C'est ça. Un abonnement uniquement à iBroker en fonction de ce qui aura été choisi.
un peu comme un bouquet Canal+, on prend telle option, et puis on est parti. Et de son côté, l'InsurTech ne s'occupe de rien à ce niveau-là. Il y a un deal avec le groupement pour que la distribution soit gérée par iBroker. Évidemment, le reste du métier de l'InsurTech, il est fait en direct. Mais on oublie tout ce qui est distribution au départ, abonnement et suivi à ce niveau-là. Ouais, absolument. Donc c'est un portail, il active les services en fonction de ses besoins, tout simplement. Et il reçoit une seule et même facture. Ah oui. C'est aussi simple que ça. Je suppose que l'idée est de faire grandir ces bouquets, pour reprendre les termes de Canal+. Oui, tout à fait. Les discussions sont en cours, j'imagine. L'initiative, globalement, elle est reçue comment? Alors, évidemment, faut pas tourner autour du pot. Il y a une question de négociation et on aboutit ou on n'aboutit pas, et ça dépend, j'imagine, de la maturité aussi des solutions. Ça évolue comment à ce stade, si les discussions avec d'autres acteurs, avec d'autres InsurTech? C'est assez prolifique. Ouais. Oui, c'est-à-dire que maintenant qu'on a lancé iBroker et qu'on voit que ça fonctionne, il y a quand même pas mal d'autres InsurTech qui nous ont approchés. Ok. C'est passionnant. Oui, j'imagine. Ça doit en parler. Non, je me doute bien que tu peux parler trop loin, et je ne t'oblige pas à citer des noms, à moins que tu aies une super annonce d'un nom qui est plus ou moins officiel, qui s'ajoute au bouquet. On attendra un petit peu. Ouais. Mais non, je dois bien imaginer que c'est passionnant. En même temps, c'est un peu la clé de ton succès. On peut imaginer, là c'est moi qui affabule un peu, hein, je prends sur moi, mais on peut imaginer des négociations où évidemment les InsurTech ont besoin, surtout que ça a l'air de bien démarrer d'iBroker, surtout que ça peut leur permettre de gagner du temps et d'aller chercher une clientèle qui n'est peut-être pas encore dans leur portefeuille. Mais à un moment donné, on peut imaginer que l'InsurTech dise, sans nous dans ton offre, c'est pas la même chose iBroker. Donc ça fait évidemment des rapports de force et des négociations où il faut pouvoir être c'est une négociation qui est faite avant. Ouais. Voilà, tout est bien cadré avant. D'accord. Oui, c'est ça. Il y a pas oui, non, mais non, tu peux pas te permettre évidemment d'avoir des accords différents en fonction des profils. Non, là-dessus c'est vraiment bien cadré. Et puis bon, je veux dire, l'offre en question, sa vraie valeur ajoutée, c'est justement le côté physique également, l'expertise de nos propres gestionnaires, le fait qu'on sait de quoi on parle. Ouais. Et qu'on est capable de gérer un portefeuille pour compte du courtier. Ça, justement, je voulais te poser la question parce que ça me paraît tellement ambitieux, mais puisque c'est ce que vous faites, c'est que c'est une réussite. Je t'ai écouté dans un podcast de l'Écho parler des inondations de 21, où vous avez été amené chez Wikitree à gérer l'un ou l'autre bureau, mais intégralement pendant la période de crise, parce que précisément, tu me corriges si je n'explique pas bien, mais ce sont des bureaux qui avaient, avant les inondations, décidé de travailler avec Wikitree, et l'offre de service pour un courtier de Wikitree, c'est de dire on peut gérer en autonomie votre bureau pendant que vous le fermez, enfin en tout cas pendant que vous n'êtes pas là, parce que précisément il reste donc ouvert, et vous tombe dessus et tombe surtout un peu sur tout le monde ces fameuses inondations, et tu te retrouves avec l'un ou l'autre bureau à gérer à 100% pendant une période d'ultra rush, d'appels, de déclarations de sinistres, de demandes en tous sens. Comment ça se passe, ça? C'est un peu dingue quand même. Alors en 2021, on venait de lancer Wikidesk, mais juste quelques mois avant. Je crois l'idée était née en décembre 2020, justement avec Fepravel. Ouais. On avait commencé à travailler avec quelques courtiers de test, on va dire, qui nous avaient fait confiance. Je crois que en juillet, on devait en avoir 5 ou 6 seulement, des courtiers. Ah oui. Donc c'est vraiment le début de l'initiative. Tout début de l'initiative, et patatras, inondation, discussion avec Fepravel et Annie Courbet également côté Brocom. Elle dit il faut aider absolument les courtiers. Faut mettre un numéro. Donc on s'est dit ok, on va mettre un numéro gratuit, public que Fepravel a distribué, Brocom aussi, en disant aux sinistrés, si vous n'arrivez pas à joindre votre compagnie ou votre courtier, téléphonez à ce numéro. Et ça s'arrivait chez toi? Ça arrivait chez nous. Waouh. Et du coup, je me souviens, j'étais dans le sud de la France. J'ai un courtier pas là non plus en plus. Non, en plus. J'ai pris ma voiture, je suis revenu, j'imagine, Bref.
un courtier qui me disait, écoute, je suis complètement sinistré, j'ai plus de bureau, j'ai lui-même sinistré. Ouais. Ok. Donc plus de bureau, plus rien. Comment on fait? J'ai dit, ok, on organise tout. On a pris le mandat Portima, on a commencé à mettre bon, on avait la chance, c'est qu'on avait déjà une équipe de gestionnaires. Travaillant déjà pour les compagnies, on avait déjà, je crois, 40 ou 50 gestionnaires. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, en fait, il a fallu tout simplement mobiliser ouais. et surtout leur apporter ce mindset courtage qui est quand même très différent. Quand on travaille pour une compagnie, on défend les intérêts de la compagnie. Quand on travaille pour un courtier, on défend les intérêts de l'assuré. Bien sûr. Bon, avec la même règle, hein, évidemment, parce oui, que tout est réglementé, mais avec un mindset un peu différent, quoi. Et donc oui, effectivement, on a reçu les appels, on a pris en gestion des bureaux de courtage directement. Je pense que c'est ce qui nous a directement façonné de la bonne manière. Ça s'est bien passé. Jeté dans le grand bain directement, ah oui, quoi. C'est le cas de le dire. Oui. Et donc vous avez traversé cet orage impeccable. Ah, incroyable. Enfin, oui, évidemment, comme pas qu'il y avait pas des difficultés de gestion, mais non, mais là comme test grandeur nature, évidemment, il y avait pas mieux. Waouh. Écoute, je suis assez impressionné par ce genre de réussite. Comment est-ce que tu vois le développement maintenant de Wikitree aujourd'hui et de iBroker, hein, mais où tu as été très loin et tu continues dans le service aux compagnies, où se développe fort et tu as encore t'en donner de bons exemples, la collaboration avec les courtiers. Est-ce que ça va assez vite pour toi? Quand je dis assez vite, je veux dire, est-ce que Wikitree grandit assez vite pour les services que tu ambitionnes de donner, parce que si le développement continue, notamment au niveau courtier, là, sauf erreur, c'est quelques centaines de courtiers, mais si tu vas si tu continues le développement, on peut parler de milliers de courtiers. On a parlé tout à l'heure des premiers mois, des premières années, évolution, prestation de services, paiement régie. Aujourd'hui, plutôt de l'abonnement, etc. On sait que dans les business d'abonnement, la rentabilité n'est pas immédiate non plus. Comment est-ce que tu vois ta croissance, des levées de fonds peut-être, ce genre de choses pour essayer d'accélérer? Clairement, oui, des levées de fonds, ça pourrait être une bonne idée. C'est clair. Et alors, tu as déjà été frappé à l'une ou l'autre porte? Oui, on est en discussion avec quelques acteurs, effectivement. Alors, on n'est pas dans la période économique la plus favorable. C'est pas le plus favorable maintenant. C'est surtout l'appétit en fait des investisseurs à investir sur un modèle qui est pas non plus un modèle pure tech, dans le sens où les ratios de rentabilité sont pas gigantesques. Oui, non, c'est ça. Ils peuvent pas venir faire du x10 ou x50. On est vraiment sur un acteur, enfin Wikitree est un acteur, je dirais, de stabilité, de croissance stable et durable, on va dire. Mais maintenant, dans le contexte actuel, je me demande si un investisseur ne va pas préférer, après avoir été refroidi ces dernières années et mois, par justement des promesses de rendement un peu folles et finalement du désenchantement. Donc si un investisseur ne va pas être plus confiant en un opérateur qui est déjà très solide, alors oui, a priori tu vas pas proposer du x100, on est d'accord, mais un x3 garanti ou x2,5 garanti est peut-être beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'un hypothétique x50 de 3 jeunes étudiants qui sortent d'HEC et qui ont l'idée du siècle, quoi. Je laisse voir, et s'ils sont intéressés, ils savent où me contacter. Ouais. Ok, mais donc c'est quand même dans les cartons l'idée d'essayer d'un moment donné faire amener des investisseurs. C'est important quand même de stabiliser vraiment et donner la perspective en termes de développement, hein, parce qu'on a quand même il faut intégrer ces InsurTech, ça on le fait. Et il faut ensuite développer de nouveaux services et les adapter pour l'étranger aussi, hein, enfin parce que pour la France. Oui, j'allais poser la question. La Hollande, l'Allemagne, voilà, je regarde quand même. Du coup, si ce capital providentiel arrive, l'idée c'est plutôt d'embaucher, c'est d'aller plus loin en recherche et développement, c'est d'avoir le budget justement pour le développement en France ou ailleurs. C'est une répartition un peu sur tout ça. Alors l'embauche, c'est pas ce qui est le plus difficile pour nous.
On a quand même une assez bonne attractivité, on va dire. Donc, et puis on est quand même bien staffé déjà aujourd'hui. Je crois qu'avec le staff qu'on a aujourd'hui, on pourrait déjà faire pas mal. Ouais. On peut encore aller loin. Okay. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup embaucher. Peut-être oui, des gestionnaires, certainement. Peut-être 1 ou 2 profils techniques en plus, mais pas beaucoup plus, quoi. On n'a vraiment pas besoin de plus, parce que maintenant, on a aussi le levier technologique qui fait qu'on peut optimiser un maximum. Donc, non, ce qu'on imagine, c'est vraiment aller plus loin dans l'intégration et surtout l'adaptation aux différents marchés. En ce compris, donc, quand tu dis les différents marchés, tu parles de l'étranger ou tu parles de l'étranger, on est d'accord, c'est ça. De la France. Après, la France, d'où tu viens d'ailleurs, il y a de grosses différences, c'est un gros challenge? Ah, c'est assez différent. Ouais. C'est pas centralisé. Enfin, le marché du courtage en France n'est pas centralisé. Contrairement à la Belgique, on a un acteur quasiment central qui est Portima. En France, il n'y a pas. Donc en fait, ce sont les courtiers grossistes qui font office de Portima. Ah oui, donc rien que cette différence-là, c'est déjà énorme. Un challenge, un beau gros challenge. Ouais. Eh bien, Philippe, je suis assez content du tour qu'on a fait. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert vraiment beaucoup de choses sur toi, sur Wikitree, sur ce que vous faites, ce que vous allez faire. J'ai envie de te demander, puisque je vois que tu es intéressé par beaucoup de choses, même si on n'est pas revenu sur l'astrophysique, ça reste un loisir ou une passion? Une passion. Ouais. Oui, je lis les nouvelles. Oui, tu continues? Oui. C'est quoi la revue de référence? Il y en a. Science et Vie, des choses comme ça. Enfin, beaucoup de non. Il y a les articles dans les journaux. Est-ce que tu partages ça avec... Tu as 2 filles, hein? Oui. C'est ça? Tu partages ça avec tes filles? Oui. Elles accrochent un peu? Surtout la petite, ouais. C'est vrai? Oui, elle adore ça. Les soirs, avant de se coucher, en général, on parle d'étoiles, de trous noirs, de matière, antimatière. Faudra refaire un épisode complet parce que tout ça n'est pas super accessible. Mais si tu parviens déjà à discuter de trous noirs, de cosmos, de Big Bang et autres avec au moins une de tes filles, je dis bravo. Et donc, comment est-ce que tu fais, c'est une question que je pose souvent ici parce que c'est un challenge du quotidien pour moi, qui suis aussi intéressé par pas mal de choses, en l'occurrence pas l'astrophysique, mais ça viendra peut-être, pour trouver déjà le temps, et la discipline quelque part, de continuer à rester informé et à apprendre ce que tu as envie d'apprendre, parce que j'imagine que un peu comme tout le monde, tu as quand même toujours ton GSM en main, et peut-être que ici, sauf erreur, tu es venu en voiture, mais si tu es dans les transports en commun, tu peux voir passer un article, mais qui ne se lit pas en 2 secondes. Tu dis je le lirai plus tard, puis t'en mets un autre de côté, puis t'as une newsletter, t'as un bouquin. Est-ce que tu parviens toi à trouver le temps pour suivre, si je puis dire, le rythme de tes envies d'apprentissage, en y ajoutant évidemment le pur professionnel, parce que pour pouvoir développer la vision que tu as et suivre les projets, on a parlé d'IA, on a parlé de tech, sans parler même de ce qui est peut-être un peu moins passionnant comme les réglementations et autres. Tu as peut-être une méthode miracle, tu as des conseils à me partager, ou tu fais comme moi, tu fais ce que tu peux? Non, mais je pense qu'on a chacun sa façon d'appréhender son environnement, et elle est différente de la personnalité de chacun. Donc moi je connais certaines personnes qui lisent vraiment tous les articles dans les moindres détails, ou d'autres qui arrivent à lire très très vite, ce qui est pas mon cas. Non, moi je consacre du temps chaque jour quasiment. Ouais, c'est vrai. Au moins une demi-heure, 1 heure par jour. Et de manière un peu avec une routine, de manière disciplinée, ou non? Tu sais juste que tu dois caser ça. Je veux dire, c'est pas. Non, c'est je me lève à 5 heures tous les matins et je lis jusqu'à c'est pas ça. Mais non, ça va être un petit peu le matin avant d'aller au boulot. Ça va être peut-être pour me changer les idées après une réunion un peu difficile au boulot, où là je dois switcher avant de me remettre dans un autre sujet. Donc là je pars sur ce genre d'article-là. Entre 2 visios, par exemple. Voilà. Pour déconnecter. Et le soir, une fois les enfants au lit, en général, je consacre également une petite demi-heure c'est bien. à lire
Moi, j'essaye aussi, mais le soir, il y a pas moyen. Moi, j'ai les paupières qui veulent pas jouer le jeu avec moi. Non, ça va. Et puis surtout, aller rencontrer, les gens, en fait, aller à des conférences, voilà, ça, c'est ce qui est le plus bénéfique, je pense. Ouais. Et écoute, c'est un peu ce que je fais avec ce podcast. Je considère des moments comme celui qu'on vient de vivre comme un luxe parce que on est tous les deux en mode avion, on est dans notre petite bulle et moi j'ai l'énorme chance de pouvoir discuter avec des personnes comme toi et d'emmagasiner toute une série d'infos. Donc effectivement les rencontres ou les conférences dans d'autres contextes, je trouve aussi que c'est ce qui reste encore le plus riche. Comme je veux continuer à apprendre et que je pense que ceux qui nous écoutent aussi, et même si je n'ai pas le temps, je le trouverai, mais est-ce que tu aurais, Philippe, un bouquin, je termine souvent par là, donc un livre, que ce soit business, que ce soit de l'astrophysique ou de la métaphysique, que sais-je, ou une fiction, un roman, un film, un documentaire. Enfin, est-ce que tu aurais une ressource à nous conseiller pour qu'on partage un peu des choses qui t'ont plu? Je suis quelqu'un de très éclectique, donc du coup, oui, j'ai énormément de livres qui m'ont plu, beaucoup de films aussi, mais vu qu'on parlait d'astrophysique, je vais conseiller Patience dans l'azur de Hubert Reeves. Patience dans l'azur de Hubert Reeves, évidemment, la référence. Voilà, qui nous a quittés il y a 6 mois. Nous quitter, ouais. Moi, j'ai été baigné dans la littérature de Hubert Reeves quand j'étais ado, jusqu'à il y a pas longtemps en fait. Au départ, je lisais ses bouquins et à la fin, je regardais ses émissions. Parce que, même encore il y a 10 ans, c'était quelqu'un de très actif. Est-ce que je rebondis quand même 2 secondes là-dessus. On n'a pas pris le temps de parler vraiment astrophysique, et heureusement parce que je pense pas que j'aurais pu te relancer de manière très efficace. Mais est-ce que cette passion pour l'infiniment grand t'aide au quotidien? Et là, je vais presque basculer côté métaphysique, mais est-ce que ça te fait relativiser certaines choses? Est-ce que c'est au contraire, non, c'est juste que je veux comprendre, point barre. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais moi, je dis que je m'y intéresse pas, mais quand même un minimum. Et pour le moment, c'est plutôt l'histoire de l'humanité qui me fait relativiser. Quand on lit Sapiens, je sais pas si tu as lu Sapiens, mais fatalement, on se rend compte qu'on n'est jamais que des animaux qui ont un peu circulé entre les continents et qui nous sommes développés avec ce que ça a donné de bien et de moins bien. L'astrophysique, c'est un peu ça aussi, ou en tout cas... Je pense en tout cas ce livre, Patience dans l'azur, c'est bien plus que de l'astrophysique. Je crois que c'est vraiment l'humanité, l'humanisme à l'état pur. Dans le sens où, qu'est-ce qu'on est dans l'univers, comment est-ce qu'on est arrivé là, comment est-ce que du plus grand... on arrive au plus complexe et infiniment petit, et quelles sont les relations entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, et l'humanité qui en fait 100% partie. Et donc, si on en est là, si on arrive à saisir des chances, c'est comme la nature qui saisit des chances pour pouvoir évoluer d'une manière ou d'une autre. Et donc, on fait partie intégrante de l'univers et on s'adapte au fur et à mesure de notre avancée, de nos erreurs, de nos réussites. Et donc voilà, oui, c'est ce que m'a appris ce bouquin et qui fait partie de ma philosophie de vie, où il faut être résilient, il faut s'adapter en permanence, toujours aller rechercher le meilleur. Et c'est pas parce que, et on modifie pas, entre guillemets, l'univers en le faisant, on en fait juste partie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai le même vertige quand je pense à l'infiniment grand qu'à l'infiniment petit, tu vois, parce que dans les deux cas, oui, j'ai le vertige, je ne saurais pas utiliser un meilleur mot, je relativise beaucoup de choses, mais bon, on revient quand même vite dans notre routine du quotidien. Oui. Mais s'arrêter sur le bouquin d'Hubert Reeves, je pense que c'est un excellent conseil. Moi, en tout cas, je vais essayer de le suivre. J'ai une dernière question pour toi, Philippe, avant qu'on clôture ce très chouette entretien.
avec qui est-ce que je pourrais discuter, moi, dans un prochain épisode de la franchise en prime, d'après toi? Tu m'as été conseillé par beaucoup de monde, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu as un nom à me proposer pour un prochain épisode, que cette personne soit du monde de l'assurance ou pas, d'ailleurs, parce que je vais progressivement ouvrir un peu élargir un peu le spectre des invités après avoir une très chouette expérience au congrès FEPRABEL, où j'ai été amené à discuter avec des conférenciers qui étaient plutôt extérieurs au monde de l'assurance, et je trouve que finalement c'est une bonne idée, même si on reste dans une thématique plutôt monde de l'assurance, puisque c'est le concept du podcast, mais d'amener des éclairages qui viennent d'ailleurs. Alors, je dis pas que c'est le cas ici dans ce que je te demande, mais voilà. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me proposer? Est-ce que je peux en proposer 2? Tu peux en proposer 2, mais la condition, c'est quand même que tu as parlé tout à l'heure de tuyaux ou de piston. Oui. Tu as parlé de piston. Là, tu dois jouer le rôle de piston et tu dois m'aider à ce qu'ils acceptent le passage ici dans le podcast. Ok. Moi, c'est 2 personnes en fait qui m'ont. Enfin, il y en a une qui m'a inspiré, l'autre qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc la première, c'est Laurent Feiner, de Decavi. Super. Voilà, qui m'a beaucoup aidé, que ce soit dans Wiz, notamment, où il nous a apporté sa connaissance, son éclairage, etc., et aussi dans le secteur. Donc voilà, Laurent Feiner que je salue. Ah super. Voilà, j'ai participé à l'un ou l'autre. Oui c'est ça. J'ai participé à l'un ou l'autre déjeuner, petit déjeuner Decavi. Oui. Je sais qu'il connaît le podcast. On en a déjà un tout petit peu discuté. Donc avec le coup de pouce, Philippe Affendulis, je pense que ça devrait le faire. Maintenant j'ai intérêt à mon avis à prévoir une carte mémoire bien vide, parce que il aime bien parler. Notre ami Laurent, je pense, il aura des choses à dire. C'est son métier. C'est son métier. Il est journaliste aussi. C'est vrai. À la base. Chouette. Et je le vois demain matin. Je vais lui en parler. Magnifique, je me réjouis déjà. Voilà. Et l'autre personne, c'est qui m'a beaucoup inspiré. Alors on est très différents, mais en même temps, on a une certaine vision, comment dire, de certaines valeurs de vie et de business. C'est Xavier Maréchal de Reacfin. Ok, que je ne connais pas. Alors Reacfin, qui est une des sociétés les plus importantes, on va dire, en actuariat en Belgique. Ok. Alors qui au départ était entre guillemets concurrent. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'est découvert, on s'est dit, mais on est complètement complémentaires. Comme quoi, on peut être sur le même créneau, vendre les mêmes services et être totalement complémentaires. Mais il n'y a pas eu de rapprochement? Pas du tout. Ok, non. Génial. Non. Oui, donc le simple fait que tu me conseilles de l'inviter, c'est la preuve que... c'est le Graal, on va dire, de l'actuariat en Belgique. Hein. Génial, je me réjouis. Voilà. Pas entrer trop dans la technique actuarielle, parce que sinon je vais non seulement avoir des soucis et peut-être perdre 1 ou 2 auditeurs en chemin, mais je suis convaincu qu'il doit avoir plein de belles choses à nous dire. Donc écoute, magnifique. Voilà ma liste d'invités qui est augmentée de 2 belles propositions. Mais écoute, on va tout doucement clôturer. On a passé un très bon moment. En tout cas, moi, je te remercie encore d'être venu jusqu'ici, ici à Liège, pour enregistrer cet épisode. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis convaincu que c'est le cas aussi de tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, c'était un grand plaisir et merci Jean de m'avoir invité. Merci Philippe.